Alors face à ces nouvelles mesures, où placer le curseur entre sécurité et liberté publique? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité Benjamin Morel. Merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste. Alors cette question donc de curseur entre liberté et restriction se pose depuis en fait la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. C'est un régime d'exception qui a été créé de toutes pièces. Il n'existait pas avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19. C'est bien ça? Oui, on a eu en effet la création à travers une nouvelle loi de ce qu'on a appelé l'état d'urgence sanitaire, qui sur beaucoup de dispositions est bien copié de l'état d'urgence sécuritaire que connaissent bien les Français, la loi de 1955, qui avait été notamment appliquée de 2015 à 2017 dans le cadre des attentats. Donc là, des dispositions particulières qui ont pour objectif de juguler la crise sanitaire. Un état d'exception, pour bien le comprendre, il faut voir qu'il a deux aspects. D'abord, son application doit toujours être proportionnée à la menace. Il ne s'agit pas de restreindre les libertés publiques outre mesure. Ces libertés publiques doivent être restreintes dans la mesure seule où elle permet justement de conjurer la menace. Et ensuite, un état d'exception doit être temporaire, c'est-à-dire qu'il doit s'appliquer tant que la menace est présente. Alors, est-ce que du coup, on a bien fait de réactiver cet état d'urgence qu'on avait levé pendant l'été extrêmement tôt dans le cadre de la pandémie? C'est peut-être pas tout à fait évident. Il y a un aspect structurel qui peut interroger. Est-ce qu'au vu de l'évolution de l'épidémie, on a besoin de cet état d'urgence sanitaire? En réalité, vous avez déjà pas mal de dispositions dans le Code de la santé publique. Donc, c'était peut-être pas nécessaire, en fait. L'existence de cette loi interrogée, mais de facto, elle permet malgré tout une solidité juridique des mesures qui ont été prises, notamment de leur constitutionnalité, etc., qui a pu la rendre nécessaire à certains moments. Mais attention, le vrai danger avec ces états d'exception, si on prend justement la loi de 55, c'est qu'ils finissent par s'institutionnaliser et par rentrer dans le droit commun. C'est passé avec la loi de 55 qui, à travers les dispositions de la loi SILT de 2017, est pour une partie devenu du droit commun, c'est-à-dire que c'est plus l'état d'exception, c'est aujourd'hui du droit qui s'applique quoi qu'il arrive. Est-ce que là, il y a une date butoir pour la fin de cet état d'urgence sanitaire ou pas? Alors, il y a une discussion sur la date butoir, parce que la loi en tant que telle, aujourd'hui, semble devoir devenir une loi structurelle, c'est-à-dire qu'elle existera et que l'état d'urgence pourra être réactivé. Mais comment est-ce que vous activez un état d'urgence? Eh bien, c'est un décret qui est pris en Conseil des ministres et qui doit être ensuite accepté par le Parlement dans les 12 jours. Et justement, là, est-ce que chaque prorogation a été présentée aux parlementaires et aux sénateurs ou est-ce qu'ils se sont retrouvés devant le fait accompli? Chaque prorogation est soumise aux sénateurs et aux députés. La question, c'est quelles sont les durées des prorogations? Et là, le débat qui a lieu actuellement au Parlement français, c'est est-ce qu'on doit proroger à travers un blanc-seing du Parlement au gouvernement cet état d'urgence jusqu'au mois de mai, ou est-ce qu'on doit le proroger plus tard? Évidemment, plus l'état d'urgence est court et plus la prorogation est rapide, plus il y a une nécessité pour le gouvernement de justifier que cet état d'urgence est encore proportionné et que la situation qu'il entraîne est encore existante. Mais pourquoi est-ce que là, Jean Castex, le Premier ministre français, a dit qu'en cas de reconfinement, d'un troisième reconfinement, il recourrait à l'article 50 de la Constitution? Alors l'article 50-1, c'est une disposition qui a été introduite en 2008 et qui permet en fait au gouvernement de faire une déclaration devant le Parlement sans que derrière cette déclaration, il y ait une mise en jeu de sa responsabilité. Il peut y avoir un vote, mais il n'y a pas de motion de censure, comme c'est le cas lorsque le gouvernement présente sa politique générale. Et pourquoi l'utiliser maintenant? Édouard Philippe l'avait déjà utilisé au mois de juin sur le processus de déconfinement. En réalité, ça permet de s'adresser aux parlementaires, d'avoir un échange avec les parlementaires, sans pour un gouvernement risquer sa peau, et en même temps, sans qu'on soit dans le cadre de l'état d'urgence et de sa prorogation, c'est un autre débat, d'avoir à travers cet échange avec les parlementaires une tribune pour tenter, pas tant de convaincre l'opposition, parce qu'évidemment c'est compliqué, mais au moins de s'adresser, de convaincre les Français. Il y a un think tank qui s'appelle Génération Libre, qui a créé un observatoire des libertés confinées. Ils en ont relevé près de 48 restrictions qui ont été donc une atteinte aux libertés et des droits fondamentaux pendant l'épidémie de Covid-19 en France. C'est énorme, 48. C'est énorme. Après, ça dépend comment est-ce que vous les comptez, etc. Enfin, le think tank Génération Libre est dans une perspective politique libérale, etc. Donc, ils ont également un positionnement qui est un positionnement politique respectable, mais politique. Ensuite, c'est le principe même d'un état d'exception. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes face à une crise, vous restreignez des libertés pour pouvoir gérer cette crise. Pas d'ailleurs que l'état d'exception, c'est le principe même de ce qu'on appelle en droit la police administrative qui permet à l'État
ou à certaines collectivités territoriales de réglementer certains secteurs, de restreindre des libertés, tout bêtement pour permettre une meilleure vie en société et une autorégulation ensuite du corps social. Donc il faut, encore une fois, doser. Tout ça est une affaire de proportionnalité.